L'idée que je vais essayer de développer dans cette demi-heure qui m'est impartie, c'est que corps peint, c'est un pléonasme, que le corps, s'agissant du corps humain, est nécessairement peint. Il est, depuis les origines, disons, d'une manière générale, les retouches corporelles et tégumentaires, c'est-à-dire qui concernent la peau, la superficie, la périphérie, toutes ces pratiques autoplastiques de correction du corps, de décoration du corps, d'écriture sur le corps, etc., sont aussi vieilles que l'homme lui-même. On peut même dire qu'il faut ajouter ça aux caractéristiques de l'humanisation, n'est-ce pas, le passeport que les singes ont pris pour l'humanité comprend la pratique du feu, l'ensevelissement des morts. Il faut y ajouter cette décoration tégumentaire. Beaucoup d'indices concordent pour démontrer que même au Néandertal déjà, l'homme du Néandertal déjà très probablement se peignait le corps. On a retrouvé des os badigeonnés d'ocre rouge, on a trouvé beaucoup de foyers de production d'ocre rouge par cuite de la terre d'ocre, n'est-ce pas, de sorte qu'on peut supposer, et aussi si on infère, ce qui est toujours peut-être un peu osé, mais tout de même c'est la seule logique qu'on a, si on infère des populations les plus traditionnelles, les plus primitives, entre guillemets, eh bien on voit que plus on remonte vers ce qu'il faut bien appeler la sauvagerie, c'est-à-dire un rapport avec la nature, eh bien plus les corps sont décorés, ils le sont d'une manière d'autant plus même artificieuse et constructiviste qu'ils sont traditionnels. Donc de là, on peut inférer que l'homme a toujours peint son corps. Lévi-Strauss d'ailleurs l'a établi, Lévi-Strauss, structuraliste, qui est attentif qui a fait valoir toute l'immense diversité des cultures qui s'opposent l'une l'autre, dont aucune ne ressemble à l'autre, sinon par opposition, eh bien, il a tout de même trouvé quelque chose d'étrange dans toutes les figurations, les systèmes figuratifs qu'il a trouvés. C'est une étrange permanence d'une antipode à l'autre, et cette permanence, il y a perçu quelque chose comme une configuration du corps humain, et il en a déduit que s'il y a des homologies entre des figurations qui sont aussi bien chez les Maoris de Nouvelle-Zélande que, je sais pas moi, chez les Bororo ou ailleurs, eh bien, on y retrouve la configuration du corps humain, non pas figuré explicitement, mais comme système, comme support de figuration. Et il en a déduit que, au fond, ce qui a commencé par être peint, ce qui a commencé par être décoré, c'est le corps lui-même. Avant même les grands sites, les grottes, les choses comme cela, quand l'homme était encore plus nomade, eh bien, la seule chose qu'il transportait avec lui, c'était son propre corps, et on ne s'étonnera pas que le premier support de la figuration, j'entends des figures en général, de l'écriture en général, ait été le corps lui-même. Pourquoi, c'est la question qu'on peut se poser, pourquoi cette disposition du corps à être décoré? Là, je crois qu'il faut revenir, comme tous les psychanalystes et les anthropologues en général, à cette théorie, sans doute juste, qu'a élaboré l'anatomicien Bolk au début du XIXe siècle, au début du XXe siècle, que la théorie sur la prématuration de l'homme. C'est aussi sa spécificité, même par rapport aux singes, à savoir l'homme naît prématurément. Je pense que c'est une théorie qui vous est familière. Nous sommes tous des avortons, hein. Nous avons une grosse tête, une atrophie de la mâchoire, pas de museau. Nous naissons avec tous des appareils digestifs indifférenciés, polyvalents. On naît trop tôt, on a une existence fétale prolongée, et notamment parmi ces caractéristiques fétales que nous avons tous, il y a l'absence de pigmentation, la peau sans aucune protection, n'est-ce pas, comme les fœtus de n'importe quel mammifère, n'est-ce pas, sauf que nous en héritons, nous n'avons ni pelage, ni plumage, ni coquille, ni carapace, ni rien du tout, nous sommes
exposé. Et en même temps, ce que nous dit cette théorie de la prématuration, c'est qu'aussi, du point de vue instinctif, nous sommes complètement démunis, à savoir, je crois que ce sont des lieux communs, n'est-ce pas? L'homme passe peut-être le sixième de son existence dans un état de dépendance, il n'a pas d'instinct, il ne sait ni faire un nid, ni construire une tanière, ou n'importe quoi que serait. Pendant le sixième de son existence, il est encore dépendant, alors qu'un chat, dès le 20e de son existence, sait se débrouiller, marche, etc., et conserve une certaine indépendance. De sorte que l'homme est cet étrange animal démuni et condamné au symbole. Le déficit instinctuel qu'il a, il le compense par une instrumentation symbolique qui est héritée par la culture, qui est évolutive, ce qui fait de nous des êtres, on est bien incapables de se débrouiller. Un chasseur, imaginez un chasseur humain courant derrière une antilope ou un ours ou n'importe quoi, il ne peut rien chasser du tout, il ne peut le faire que grâce, en se mettant en équipe, avec des rabatteurs, etc. C'est déjà dans quelque chose d'aussi primitif que la chasse, le symbole qui prédomine. Donc, on peut constater qu'il y a une sorte de conjonction entre cette exposition de la peau, d'une peau qui est maigrement protectrice, mais exposition de la peau, on pourrait jouer sur les termes, n'est-ce pas? L'homme s'expose par la peau, toute l'exposition le montre brillamment, n'est-ce pas? C'est fou ce que la peau humaine est expressive, nous rougissons, nous sommes rouges de, je sais pas quoi, de honte, jaunes de jalousie, etc., les rides, etc. Bref, l'homme s'exprime beaucoup par la peau et s'exprime notamment symboliquement, et c'est la raison peut-être qui explique cette conjonction de la peau hypersensible, c'est l'écran total, hein, la communication, et du symbole qui prioritairement, primitivement, s'inscrit sur la peau. Cette polyvalence symbolique de la peau, elle est magnifiquement mise en évidence dans, je crois, l'installation la plus sensationnelle de l'exposition. Je crois que c'est celle qui a le plus de succès. Vous l'avez tous expérimenté, n'est-ce pas? C'est cette projection qu'on peut faire devant un miroir où on met successivement Maasai, Nuba, acteur no, etc. C'est absolument extraordinaire. C'est un petit peu la démonstration déjà de cette plasticité de la peau. Là, moi, je me suis senti aller d'une culture à l'autre. Il y a d'ailleurs presque quelque chose un petit peu d'occidental-centriste dans ce dispositif, parce qu'au fond, nous sommes les seuls, nous les Blancs, si j'ose dire, à pouvoir nous prêter à cela, puisque un Nuba ou un acteur no, etc., il ne pourrait pas faire ce dispositif, puisqu'il est déjà marqué, tandis que nous, et c'est peut-être le moment le plus frappant de cette installation, c'est quand on se retrouve à la fin, la projection s'arrête et on se retrouve devant le miroir. Bon, c'est peut-être personnel, hein, je suis narcissiste, léniniste, mais on se retrouve. Est-ce que ça signifie que nous sommes nus, nous n'avons pas de signes? Non, je crois que quand on se regarde, la preuve, combien nous regardons-nous dans le miroir, nous les Occidentaux, au contraire, dans notre tradition qui développe l'individualité, eh bien le visage, si peu marqué soit-il par rapport aux autres cultures, le visage est un sémaphore extraordinairement complexe et riche, n'est-ce pas? On dit que déjà l'âge, on dit que bon, tout le monde est joli jusqu'à 20 ans, mais à partir de là, ça se gâte un peu, mais on finit par avoir la tête qu'on mérite. Nous sommes sculpteurs de notre propre visage. En me voyant, je me suis dit que j'avais vraiment pas l'air d'un vendeur de voitures, supporter sportif UDC. L'UCGT, quelle tête aurais-je? Est-ce que c'est impossible de faire la contre-épreuve, malheureusement, mais cette sculpture du visage, je suis certain, à vous regarder d'ailleurs, c'est incroyablement indiscret à quel point vous vous exposez, vous aussi. Donc, cela pour dire que marqué explicitement par une culture ou non, il y a une écriture du visage.
Et quand je dis visage, oui, on se spécialise peut-être là sur le visage dans notre tradition gréco-romano, judéo-christiano people, mais il y a une petite anecdote que rapporte un linguiste, Jacobson, je crois, ou benveniste, qui dit ceci: au XIXe siècle, dans la foulée des armées colonisatrices, etc., qui vont piller l'Afrique, eh bien, il y a un missionnaire, un prêtre, qui a appris le langage de la tribu, et puis qui tient ce petit sermon aux gens de la tribu. Il leur dit comment osez-vous être nus, n'est-ce pas? Vous montrez votre corps, c'est absolument indécent, il faut que vous vous couvriez. À quoi les gens de la tribu lui rétorquent: mais vous, il y a bien une partie là que vous exposez, alors est-ce que c'est indécent? Et puis le prêtre leur dit: non, non, ça c'est la partie spirituelle, c'est le lieu de la communication, c'est le visage, là on peut le montrer. À quoi les gens de la tribu lui rétorquent: ben nous, dites-vous bien que notre visage, il va d'ici jusqu'aux pieds. Cela pour dire que cette écriture, elle est à géométrie variable, c'est dans notre tradition individualisatrice et très visagéiste, je m'excuse des néologismes, hein, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y a une très jolie phrase de Cocteau dans un poème qu'il dédie à Jean Marais, son amant, un poème d'amour, et il le regarde dormir. Vous l'avez peut-être vu, ce poème. Il le regarde dormir, et à un moment donné, il dit: masqué par ton visage. C'est assez étonnant, masqué par ton visage. De quelqu'un qui dort déjà, on ne peut pas se composer un masque, mais dormirait-il, c'est quand même un masque que nous finissons par nous composer, par notre culture, notre appartenance sociale, etc. Tout ce qui est lisible sur chacun de vos visages, c'est-à-dire chacun des masques que vous portez. Contre-épreuve, c'est un petit fait divers que je trouve intéressant et quasiment métaphysique, qui est arrivé il y a quelques années, vous l'avez peut-être vu au passage. C'est dans les manifestations qu'il y a eu il y a quelques années en Argentine, qui préludaient à tout le mouvement anti-néolibéral, c'était il y a 7 ou 8 ans. Manifestations de toutes les classes qui sont descendues dans la rue pour protester contre ce néolibéralisme. Comme sont les manifestations en Amérique latine, c'est-à-dire très carnavalesques, avec des musiques, de la danse, des masques. Les commerçants vendent des masques en latex qui imitent les personnages politiques. Ça commence à se faire en France aussi, heureusement. Eh bien, la foule a envahi ce qui était le bâtiment crucial, c'est-à-dire le ministère de l'économie. Le ministre, qui s'appelait Cavaglio, a pris peur, il ne pouvait plus s'échapper, et il a réussi quand même, bien que la foule soit déjà aux étages inférieurs en train d'envahir son bureau, il a réussi à s'échapper en mettant sur la tête un masque qui le représentait lui, un masque en latex. Enfin, il a pu s'enfuir avec son propre masque. Et je trouve cette anecdote métaphysique, parce qu'en fait, sa vérité, comme notre vérité, elle n'est pas derrière le masque, c'est le masque lui-même que nous finissons par nous forger, qui est porteur et qui absorbe et qui éponge toute la vérité. En l'occurrence, ce Cavaglio, il doit avoir la tête de Broulis, c'est-à-dire pas malin, mais son masque, c'est celui du Larbin, du FMI, etc., comme sont les masques, hein, la marionnette des multinationales, comme Broulis, de sorte que ça démontre bien, par antiphrase en quelque sorte, à quel point peint rituellement dans les sociétés traditionnelles ou sculpté existentiellement dans nos sociétés occidentales, le corps est quelque chose qui est complètement construit et écrit et communicatif. Alors, c'est peut-être le moment, si je dis ça, de poser tout de même
ces deux formes, bien que ce soit des généralisations vraiment très, très simplistes, mais tout de même, on peut opposer quand même l'écriture du corps qui est traditionnelle de notre écriture occidentale, qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre, aussi écrites l'une que l'autre sans doute, mais sur des registres totalement opposés, à savoir le registre traditionnel de l'écriture du corps, c'est le registre des sociétés qui sont encore proches, dangereusement proches de la nature, c'est les sociétés qui ont, par le moyen du symbole, l'outil déjà est un symbole, n'est-ce pas, c'est polyvalent, aucun animal n'a un outil, ils ont des instruments de fortune. L'outil déjà c'est quelque chose qui sert qui a déjà une sémantique ouverte et polyvalente, aussi bien qu'une voyelle qu'un mot, n'est-ce pas, qui sert à beaucoup de choses. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que dans les sociétés traditionnelles, le symbole, l'écriture est antinaturaliste. Il s'agit pour l'homme de transcender l'animalité en lui, ce qui est naturel en lui, pour accéder, par la religion déjà, les dieux sont extra-humains, n'est-ce pas, ils ne ressemblent pas du tout aux hommes comme dans notre culture, n'est-ce pas. L'écriture elle transcende la nature, elle est antinaturaliste. Il n'y a qu'à voir dans l'exposition les exemples de peinture corporelle de toutes les sociétés primitives, tribales, traditionnelles. On a des écritures qui déshumanisent, qui défigurent. On a des systèmes géométriques rigides qui sont en contrepoint et même en opposition avec l'anatomie. Lévi-Strauss relève même une conséquence un peu perverse, un peu érotique de cela. Il a analysé la peinture corporelle des Cadouvéos, il a constaté des Cadouvéos, c'est-à-dire une population d'Amazonie, enfin du Paraguay actuel, et il a relevé à quel point tout ce système d'écriture très symbolique, très rituelle, très magique, etc., traverse le corps en se développant quasiment à l'insu de la volumétrie du corps, n'est-ce pas, ce qui donne un côté presque pervers, n'est-ce pas, cette façon qu'a un système d'écriture corporelle autonome, qui a sa logique propre, et qui entre en contradiction avec les volumes, les orifices du corps, etc., les traversant, donne quelque chose d'un peu très érotique à ces femmes Cadouvéos, et la preuve, c'est qu'elles ont été souvent l'objet d'incursions des populations voisines, on venait les enlever, comme le rap des Sabines, etc. Donc ça démontre que dans cette écriture traditionnelle du corps, il y a une opposition entre la nature, c'est-à-dire le corps, sa volumétrie, son anatomie, et le système d'écriture qui décorporéise, qui dévisage et qui est en opposition totale. Au contraire, dans notre culture, j'entends la culture qui remonte aux premiers États mésopotamiens, égyptiens, sumériens, etc. Eh bien, dans cette culture, c'est une tendance à l'humanisme, c'est-à-dire l'homme est peu à peu a été investi comme le centre, la mesure de toute chose, avec une apothéose chez les Grecs. Donc, à ce moment-là, si l'homme fait Dieu à son image, si son écriture c'est l'homme lui-même, s'il est lui-même l'écriture du monde, s'il est la mesure de toute chose, il n'a plus à décorer son corps, il est lui-même, dans sa corporéité humaine, il est le modèle, le modulor. Ce qui ne signifie pas une disparition de l'écriture, parce que c'est l'homme dans son essence en tant que mesure de toute chose, mais où est-ce qu'il est, l'homme ? Nous sommes tous des approches très très imparfaites, enfin plus ou moins imparfaites, de ce modèle humain, et dès lors, l'écriture du corps consistera à retoucher, modeler le corps
pour qu'il soit approprié à ce paradigme, à ce modèle humain. Je prends un exemple, simplement rituel institutionnel, à Sparte, au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la règle voulait que les adolescents comparaissent régulièrement nus devant les efforts EPHORS, c'est-à-dire la municipalité, qui les examinait et qui disait à celle-ci, toi tu dois prendre un peu de poids, etc. À celui-là, il faut te muscler un peu, etc. Il y avait une sorte de correction canonique, c'est bien le cas de le dire, de tous les individus pour qu'ils s'alignent sur quoi ? Sur l'homme canonique. Et où le trouve-t-on, cet homme canonique ? Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on le trouve chez Praxitèle, chez Phidias, enfin etc. Donc au fond, quand on dit la sculpture antique, elle est humaniste, elle prend l'homme pour modèle, non, c'est le contraire, c'est l'homme qui se modèle sur cette sculpture, qui elle-même, enfin bref, il y a une sorte de circularité des signes, mais qui implique quand même une ascèse peut-être encore plus sévère que l'écriture rigide, traditionnelle, cette écriture du corps qui va se développer, connaître toutes sortes d'avatars, de casuistiques. Au Moyen-Âge, là aussi, on dit couramment il n'y a plus de tatouage parce que Dieu a fait l'homme à son image, donc nous n'avons pas à modifier la création divine, donc ça explique qu'il n'y a plus de tatouage ou de peinture corporelle au Moyen-Âge. C'est tout faux, c'est l'inverse qu'il faut dire. Au Moyen-Âge, c'est pas Dieu qui a fait l'homme à son image, c'est évidemment l'homme qui a fait Dieu à son image. Si telle est la croyance que Dieu nous a fait, eh bien cette gravure divine, la dévotion nous oblige à l'entretenir, n'est-ce pas ? Donc, si vous êtes vieillissant, stressé, malade, etc., et que vous laissez se dégrader cette image, la foi veut que vous essayiez tout de même de la rectifier, de vous repeindre la bouche sur la bouche, les cils sur les cils, etc. De sorte qu'au Moyen-Âge, cette idée de ne pas retoucher le corps, elle connaît des dérogations subtiles. Les pères du Moyen-Âge ont fait la distinction entre ce qu'ils appelaient la cosmétique, relevant de la médecine, de l'hygiène, etc. Il s'agit effectivement d'entretenir l'œuvre divine et de ne pas la dégrader, de la restaurer si elle l'est, et la comotique, qui est alors l'intervention excessive, étrangère, séductrice, qui relève de la prostitution et qui est tout à fait condamnable, de sorte que les pères de l'Église ont toujours fait la distinction subtile entre ce qui relève de la cosmétique dévote et de la comotique perverse. Donc, encore une fois, cette écriture du corps, on connaît la sévérité. Aujourd'hui, il suffit de parcourir nos rues où de plus en plus d'instituts de musculation, on voit des gestuels mécaniques se faire. Le tribunal des efforts, pour avoir disparu avec Sparte, est devenu quand même sous une forme reconduite, sous une forme médiatique, est devenu encore plus sévère, sans doute, qu'en Grèce. Je terminerai sur un des avatars de ce marquage du corps. Quand je dis que le corps occidental est un corps qui est naturaliste, qui entend prendre pour modèle la nature, qui par toutes sortes de pratiques extrêmement sévères, autoplastiques, qui vont jusqu'au la chirurgie esthétique, le botox et tout cela, mais son propos, son objectif est un objectif naturaliste, eh bien tout de même le marquage du corps le marquage du corps délibéré a subsisté en prenant alors une valeur négative, n'est-ce pas, sous forme de flétrissure, à savoir ceux qui s'excluaient ou qu'on excluait de la société humaine étaient marqués
c'est-à-dire les voleurs, on leur mettait un V, les prostituées, je ne sais pas quelle lettre, une fleur de lys pour d'autres, etc. C'était une flétrissure, une stigmatisation, etc. Que les voyous, les prisonniers ont repris à leur compte par défi, en s'excluant eux-mêmes, en prenant l'initiative de l'exclusion. Et la remarque que je voulais, ce que je voulais relever dans ce contexte, c'est que les esclaves ont été longtemps marqués, notamment les esclaves africains, la traite des esclaves était marquée. Ils étaient attachés à la terre, au fond, on les marquait comme du bétail, n'est-ce pas? On exploitait leur travail, on vendait leurs produits, et ils faisaient partie des plantations aux États-Unis, au même titre que les arbres, la végétation ou le bétail. Or, à partir du XIXe siècle, les esclaves ont commencé à être eux-mêmes commercialisés, non pas leurs produits, mais on entrait en infraction avec cette coutume, cette règle de l'esclavage, de l'esclave attaché au sol, en vendant les esclaves. De sorte qu'on a dû les marquer au fur et à mesure, un peu comme dans les westerns, on marque le bétail, n'est-ce pas? Et le trafic est devenu tellement mobile qu'il y a eu de plus en plus de marques, ce qui rendait la marque insignifiante. Trop de marques tue la marque, n'est-ce pas? Trop de marques, trop de tatouages sur le dos des esclaves rendaient de nouveau la peau homogène et lui faisaient retrouver quelque chose comme une unité. De sorte qu'on a renoncé à cet usage. Alors là, on présente aussi la chose comme la renonciation, ça a été contemporain de la fin de l'esclavage, après la guerre de sécession, ou de la fin de l'esclavage en 89, mais on pourrait là encore renverser la chose et la penser autrement, à savoir ces marques qui signifient que l'esclave lui-même entre dans le marché et la vente, ça signifie au fond que l'esclavage est généralisé. Ça arrive au même moment d'ailleurs où à la faveur de l'exode rural, de l'industrialisation, etc., on a beaucoup de paysans qui sont arrachés à leurs terres, de la même manière que les esclaves, sous une forme sans doute moins inhumaine, sont arrachés à leurs terres pour être eux-mêmes lancés sur le marché du travail et dans cette circulation de l'échange. Il y a là une rencontre entre les deux, de sorte que on pourrait concevoir que cette multiplication du tatouage qui arrive à l'homogénéité ne marque pas la fin de l'esclavage, mais au contraire sa généralisation, sous la forme de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'homme jetable, etc., qui connaît son apothéose aujourd'hui avec le néolibéralisme, enfin ce que vous appelez le néolibéralisme et qu'on appelle parfois le fascisme économique, à savoir l'homme en tant que produit jetable, ça devient d'une actualité effrayante. Et voilà, c'est sur cette petite conclusion politique que l'heure m'enjoint de terminer. Merci de votre attention. Ok, alors je poursuis. Donc je vais poursuivre finalement par une illustration de ce que Michel Thévault vient de nous raconter, avec cette idée nos corps sont en fin de compte construits, écrits, communicatifs, et que ça répond finalement à une fonction d'insertion et d'appartenance à une communauté. En tout cas, c'est ce que moi j'en ai retiré, et je pense que le cas du tatouage, sur lequel je vais me recentrer et dont je vais vous parler, illustre ça assez bien. Alors pour ma part, je vais rester assise contrairement à mon aîné. Je vais aussi m'appuyer sur des notes qui sont beaucoup plus larges que lui, donc je pense que l'expérience oblige. Alors pour débuter, je vais peut-être revenir sur quelques éléments, parce que le tatouage, bien évidemment, c'est une pratique dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Et on a tous remarqué, évidemment, dans notre vie quotidienne, on voit de plus en plus de personnes tatouées. Cette visibilité nouvelle qu'on voit au tatouage, on rencontre de plus en plus de personnes tatouées dans la rue. En fin de compte, elle témoigne d'un engouement
qui est relativement récent, en tout cas dans nos sociétés occidentales, et qui a atteint une forme de paroxysme qu'on n'avait finalement pas tellement connu avant. Alors en fin de compte, cet engouement, il est difficilement chiffrable aujourd'hui, parce que le phénomène du tatouage est resté pendant longtemps trop marginal pour faire partie de la statistique publique. Et donc au jour d'aujourd'hui, on est difficilement capable de dire combien de personnes sont tatouées. Parfois, on énonce des chiffres, 15%, 25%, surtout chez les jeunes générations, mais en fin de compte, on n'en sait trop rien. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est divers indices dans notre vie quotidienne qui témoignent de cet engouement récent et de cette visibilité nouvelle de la pratique. Donc par exemple, l'été venu, on voit les peaux se découvrir et on constate de plus en plus de tatouages, surtout sur les jeunes générations. La presse dédie cycliquement ses colonnes au phénomène. En particulier, elle nous parle du tatouage des célébrités sportives, des stars du cinéma ou de la musique qui défraient régulièrement la chronique. Les articles sont aussi rejoints inévitablement par des articles sur des tatoués, des articles bien évidemment souvent illustrés. Parfois, ces articles nous racontent le déroulement d'une convention de tatouage. Alors, les conventions de tatouage, c'est quoi ? Ce sont ces réunions qui sont annuelles ou bisannuelles, au cours desquelles les enthousiastes, c'est-à-dire les tatoués, les tatoueurs et les fournisseurs de matériel de tatouage, se réunissent et se rencontrent le temps d'un week-end. Alors évidemment, face à ce phénomène, les chercheurs et les chercheuses sont de plus en plus souvent appelés de manière à expliquer l'étonnante ampleur d'un phénomène et qui est d'ailleurs de plus en plus étudié depuis la fin des années 90. Alors, évidemment, les expositions de musées s'y mettent aussi. Depuis quelques années, on voit beaucoup plus régulièrement le tatouage apparaître dans des expositions, souvent d'ailleurs sur les pratiques ancestrales du tatouage, ce qui n'est pas nécessairement le cas de cette exposition ici, qui met en regard, en fin de compte, le tatouage du 19e à aujourd'hui. Et puis, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'en fin de compte, au-delà de ces expositions, à partir des années 2000, les autorités commencent à s'inquiéter de l'ampleur du phénomène et notamment des risques sanitaires qui sont liés à celui-ci. Et donc, elles vont commencer à édicter une réglementation des studios de tatouage du point de vue des normes hygiéniques qui y ont cours. Alors du coup, ce qu'on peut observer, c'est que dans les médias, au niveau des émissions radiophoniques ou des émissions télévisées, on relaie ce processus de réglementation et ces nouvelles règles qui sont édictées. On donne la parole aux tatoueurs, mais on préfère aussi parfois traiter de thématiques qui sont plus attrayantes, comme le détatouage, qui est en fin de compte ces méthodes d'effacement d'un tatouage qui est tombé en disgrâce. Alors de manière générale, on se rend compte que finalement le tatouage a acquis une certaine visibilité, à la fois urbaine mais aussi médiatique, et qu'il a acquis un nouveau statut. Il était fortement stigmatisé il y a de cela quelques décennies seulement, et puis il a assez rapidement gagné quelques lettres de noblesse. Alors, d'irrémédiables marqueurs de déviance jusque dans les années 1980, il s'est mis en une forme d'expression individuelle et valorisante de soi. Alors, cette transformation de la signification du tatouage et la manière dont un nombre de plus en plus élevé de personnes, et surtout dans les jeunes générations, l'aperçoivent, doit à un ensemble de processus sur lesquels il me semble assez intéressant de revenir brièvement parce qu'ils sont souvent finalement méconnus. C'est-à-dire que la pratique, elle a connu ce qu'on peut appeler un processus de réhabilitation sociale, et ce processus, il est passé par divers phénomènes. Alors, il faut en effet savoir qu'au début, dans la première moitié des années 80, des espaces de rencontres complètement inédits vont se créer dans le monde du tatouage. Les conventions internationales de tatouage vont naître à cette époque-là. Elles vont permettre aux enthousiastes de se rencontrer. Alors, je vous en ai mis ici une petite illustration. C'est une photo que j'ai prise à la première convention internationale de tatouage de Évian. Évidemment, il en existe d'autres depuis le milieu des années 80. On en a une à Genève en particulier, ici en Suisse romande. Et puis, vous pouvez voir un public qui est amassé vers une scène où est en train de se dérouler un concours de tatouage, puisque dans les conventions, on décerne des prix au meilleur tatouage du week-end. Et puis, vous avez des allées où les visiteurs déambulent et regardent les stands des tatoueurs
ils peuvent observer ce qu'on appelle leur book, qui sont les albums photos de leur réalisation, voire discuter avec un tatoueur ou même se faire tatouer. Vous avez ici en premier plan quelques personnes d'ailleurs qui se font tatouer. Alors à ces espaces de rencontre que sont les conventions, il va s'ajouter aussi d'autres espaces de diffusion de ces discours. C'est les magazines de tatouage qui, à peu près en même temps, dans la deuxième moitié des années 80, vont commencer à émerger et puis se multiplier à partir des années 90. Alors on n'a pas de magazine de tatouage spécialisé en Suisse, mais on a en France un magazine qui s'appelle Tatouage Magazine, qui est sans doute un des magazines les plus lus ici en Suisse romande et les plus appréciés, avec Tattoo Life Magazine. Alors il existe bien évidemment une myriade d'autres magazines, notamment des revues américaines qui circulent évidemment au niveau mondial, comme par exemple Tattoo Revue et bien d'autres. Alors à ces espaces, dans les années 1990, on voit aussi un nouvel espace qui est l'espace virtuel émerger et qui va permettre aussi aux enthousiastes d'échanger, de se lire, d'entrer en contact, etc. Alors l'ensemble de ces espaces de rencontre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont favoriser la circulation de nouveaux discours sur la pratique, en particulier cette redéfinition de la pratique, non plus finalement comme une forme de stigmate, mais vraiment comme une forme d'expression valorisante et personnelle de soi. Alors, ce que ça va permettre de faire aussi, et c'est là un des aspects finalement les plus intéressants à mon sens, c'est que ces espaces de rencontre, ils vont aussi permettre la diffusion de nouvelles pratiques chez les tatoueurs qui sont à la fois sanitaires, mais aussi techniques et graphiques. Alors, par exemple, une chose qui est très importante, c'est qu'on va dès lors voir apparaître des pratiques hygiéniques. Donc on va stériliser le matériel de tatouage, on va porter des gants pour tatouer, on va jeter l'encre usagée après utilisation, etc. Donc vous en avez ici une illustration avec sur la photo de droite un autoclave, c'est un stérilisateur thermique qui permet de stériliser les aiguilles qu'on utilise pour tatouer. Alors sur la gauche, vous avez une tabelle de préparation d'un tatoueur où on voit qu'il y a la machine à tatouer et puis que le tube et les aiguilles sont emballés sous pochette stérile et ils sont généralement montés devant les clients. Alors, à ces pratiques de stérilisation du matériel de tatouage, elles vont s'accompagner d'amélioration des potentialités de la machine à tatouer. Mais en fin de compte, ce qui est le plus marquant dans les changements qui va y avoir lieu à partir des années 80 et qui sont liés à cette redéfinition de la pratique, c'est le fait qu'on va avoir un élargissement et une personnalisation des référents visuels ou des images qu'on va se tatouer dans la peau. Et puis, en fin de compte, il ne va plus être question de se faire tatouer ce qu'on appelle dans le monde du tatouage des flashs. Alors les flashs, c'est quoi? C'est des canevas, des dessins de canevas prédéfinis. Alors vous en avez ici en bas un exemple avec des planches, avec des motifs plutôt traditionnels. Et ce qui se passait à l'époque, c'est que dans tous les studios des tatoueurs, on avait ce type de planches de flash, comme on les appelait. Et puis le client qui entrait dans le studio disait « Ah bah tiens, moi, j'ai envie d'avoir un bateau ». Il pointait du doigt le motif qu'il souhaitait acquérir et le tatoueur s'exécutait immédiatement en reproduisant tel quel le motif. Alors au jour d'aujourd'hui et à partir des années 80, il ne va plus être question du tout de reproduire à l'identique les mêmes motifs, mais au contraire, il va s'instaurer une nouvelle norme qui est celle de la personnalisation des motifs. Donc, personnaliser le motif qu'on va s'inscrire sous la peau est devenu quelque chose d'impératif, même si on le personnalise au minimum, afin de pouvoir évidemment préserver ce pouvoir singularisant de la pratique. Alors, l'ensemble de ces transformations, elles vont conjointement œuvrer à la relocation sociale de la pratique. Pour le dire autrement, la pratique, elle va dès lors être embrassée par de nouveaux publics qui vont plus y voir là une simple marque de marginalité, mais un signe qui est d'autant plus intéressant à investir qu'il est doté d'une aura rebelle. Alors, sans quitter des milieux masculins, populaires et déviants, où l'usage occidental du tatouage s'est institué au cours du XXe siècle, eh bien la pratique, elle va, à partir des années 90, très fortement se féminiser et puis aussi s'annexer des populations qu'on peut qualifier de plus mainstream. Alors, si on doit résumer finalement ces effets de cette réhabilitation, c'est d'une part une féminisation massive. Il
faut effectivement savoir qu'aujourd'hui, la clientèle des studios, elle est composée pour 50 à 60% par des femmes, ce qui était de loin pas le cas à l'époque. Mais un deuxième un deuxième effet de cette réhabilitation de la pratique, c'est la croissance du nombre de studios de tatouage qui sont devenus des véritables petits commerces qui ont aujourd'hui pignon sur rue. Alors il me semble assez intéressant de s'arrêter un petit moment sur cette explosion de la clientèle féminine des studios, parce qu'elle permet, selon moi, de discuter à nouveau frais de l'idée selon laquelle on serait tous libres de modifier notre corps comme bon nous semble. Et je pense que c'est une question qu'on peut effectivement se reposer. Est-ce qu'au fond, on est aussi souverain qu'on veut bien le dire ou le croire à l'égard de la transformation de notre corps, mais aussi de l'image qu'il projette? Alors, les chercheurs anglophones que j'ai passablement lus se sont beaucoup questionnés là-dessus et ils ont dédié nombreuses de leurs recherches à cette question. Et puis, ce qui montre de manière générale, et en particulier pour les femmes d'ailleurs, c'est que l'élection de la pratique du tatouage comme d'un motif ou de son emplacement sur le corps ne se décide souvent pas de manière aussi indépendante et autonome qu'on l'imagine. C'est-à-dire que l'entourage social des tatoués fait bien souvent pression en amont de la réalisation du tatouage sur les modalités choisies par son futur porteur ou sa future porteuse. Donc le tatouage, on peut dire qu'aujourd'hui, il est bien sûr beaucoup plus acceptable socialement qu'il ne l'était il y a 20 ou même 30 ans, mais qu'il l'est finalement acceptable à certaines conditions. Alors une des plus impératives de ces conditions, c'est qu'il reste discret et qu'on puisse généralement facilement le couvrir par des vêtements. Alors le tatouage, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que, y compris dans son contenu iconographique, y compris au niveau des visuels qu'on se met sous la peau, il faut généralement pas qu'il brise certaines normes de conformité qui sont attendues selon qu'on soit un homme, une femme, plus jeune ou plus âgé, en fonction de sa profession, etc. Alors, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'illustrer chacune de ces figures ou de ces configurations. Par contre, je vais vous proposer de nous arrêter sur deux cas en particulier, parce qu'ils me semblent particulièrement intéressants et très révélateurs de ces éléments-là et de ces idées-là. Alors, le premier, c'est celui de Stéphanie Farinelli. Peut-être que vous avez déjà croisé une fois sa photo. Donc Stéphanie Farinelli, c'est une Américaine qui s'est fait tatouer sur le corps une collection de pénis. Alors elle a un collier de pénis, vous voyez un pénis biomécanique sur sa cuisse, etc. Alors c'est une photo qui date à peu près du milieu des années 1990, qui a été diffusée dans un ouvrage qui s'appelle Bodies of Subversion de Margot Mifflin. Et puis c'est une collection, bien évidemment, que Stéphanie Farinelli a depuis lors complétée. Alors si on en croit, Jean-Claude Kaufmann, qui est un auteur qui nous a dédié une très jolie étude sur la pratique des seins nus, dans nos sociétés modernes, les bouches proclameraient souvent la liberté de chacun de faire comme il veut, pendant que les regards contrôleraient et sanctionneraient. Alors j'imagine assez aisément, et j'ai vu quelques mots dans le public, ce que vous avez pu penser en voyant cette photo et en réalisant que cette femme se fait tatouer on ne sait combien de pénis sur le corps. C'est mon Dieu, quelle horreur! Comment est-ce qu'une femme peut avoir envie de porter une collection de pénis sur son corps? C'est incompréhensible. Sur un homme, ce type de motif qui renvoie à une virilité masculine, qui est d'ailleurs souvent représentée avec des ailes, à la limite, elle peut s'apparenter à un gag, bien qu'elle puisse rester jugée de très mauvais goût. Sur une femme, ce type de motif, ce type de tatouage est en revanche plus immédiatement affublé d'une interprétation pathologique. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite en parlant de ce cas aux tatoueurs, qui sont pourtant les derniers généralement à juger les choix de leur clientèle. Alors, cette femme, on se dit qu'elle doit être folle pour avoir voulu se faire tatouer une collection de sexe masculin sur le corps. Et en fin de compte, on se rend compte que peu importe le discours qu'elle peut tenir sur ces tatouages, qui peut être un discours revendicatif, en fin de compte, c'est cette transgression littérale, se faire tatouer des sexes masculins, alors qu'on est une femme sur un corps féminin, qui va primer dans la réaction qu'on peut avoir lorsqu'on voit ce type de tatouage. Alors peut-être moins directement choquant dans son contenu, mais tout à fait révélateur des limites
de ce qu'on est généralement prêt à accepter ou disposé à accepter, j'aimerais vous parler d'un autre cas qui est celui de Kimberley Vlaminck. Alors vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est un fait divers qui a défrayé la chronique des médias européens en 2009. Alors Kimberley, elle a fait la une, elle se serait endormie au cours de sa séance de tatouage et se serait éveillée avec 56 étoiles tatouées sur le visage. Donc stupeur, elle est interviewée évidemment par la presse. La jeune femme qui a 18 ans relate s'être rendue avec son père, son frère, sa sœur et son petit ami chez un tatoueur de la région. Elle souhaitait avoir 3 petits points vers la tempe. Alors le tatoueur lui propose plutôt que de faire des points, de faire des étoiles parce qu'il juge ça beaucoup plus esthétique. Le père de Kimberley donne son accord, il laisse sa fille dans les mains du tatoueur, il la laisse seule, il quitte le studio. Et puis celle-ci, elle déclare ne pas avoir ressenti la douleur au cours de l'ancrage et s'être endormie avant de se réveiller au moment où le tatoueur était en train de travailler sur son nez. Alors elle découvre, évidemment, elle vit avec frayeur les 56 étoiles qui recouvrent le côté gauche de son visage. Le tatoueur, évidemment, vous l'imaginez, il réfute cette version de Kimberley, lui dit au contraire qu'il a satisfait la demande de sa cliente qui s'est à aucun moment assoupie. Donc les problèmes, dit le tatoueur, ont commencé au moment où le père et le petit ami de la jeune femme reviennent au studio et qu'ils découvrent avec stupeur la constellation qui orne désormais le visage de Kimberley. Alors le tatoueur, il n'en est pas moins mis en garde à vue suite au dépôt d'une plainte du père de Kimberley à son encontre. Suspectant un coup monté par une agence de publicité, qu'est-ce que font les médias ? Ils essayent de piéger Kimberley, donc une chaîne néerlandaise va piéger la jeune femme qui, 10 jours plus tard, va reconnaître que le résultat au départ lui plaisait et puis qu'elle a inventé cette histoire à cause de la fureur de son père. Alors c'est un cas, pour moi, qui est vraiment hors du commun parce qu'il est révélateur d'énormément de choses. Et je vous propose de le déplier, c'est-à-dire qu'il montre en fin de compte que les motivations à entrer dans la pratique, elles sont encore très fréquemment rebelles au jour d'aujourd'hui, en particulier auprès des plus jeunes, des jeunes générations. Ce qui montre aussi ce cas, c'est que la jeune femme, elle souhaite se faire tatouer initialement 3 points sur le visage. Les 3 points, à l'origine, c'est un symbole anti-policier qui signifie mort aux vaches, et qui était habituellement tatoué en triangle entre l'index et le pouce. Alors Kimberley, on voit en fin de compte qu'il y a une pression, ce cas il montre qu'il y a une pression de l'entourage social à la fois en amont mais aussi en aval du tatouage, c'est-à-dire que Kimberley ne pouvait pas se faire tatouer sans l'accord de son père qui a donné son accord vraisemblablement initialement en toute méconnaissance de la signification du motif qu'avait choisi sa fille. Mais ce qui montre aussi, c'est qu'à l'issue du tatouage, la colère du père va pousser la jeune femme à mentir vis-à-vis de ses inavouables envies, mais aussi à prévoir carrément le détatouage au laser de son visage. Alors Kimberley, on voit que finalement, elle a outrepassé le droit de veto de son père, dont la réaction, elle renvoie, au-delà de l'atteinte portée au corps de sa fille, à une norme de contrôle social qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'en fin de compte, marquer son visage, qui est le premier lieu du soi et du rapport à autrui, c'est offenser à quelque part le corps social. Kimberley témoigne d'ailleurs ne plus oser sortir, les regards sur son visage lui sont proprement insupportables. Donc en tatouage, on le voit à travers ce cas, peut en venir à ne plus être aimé par son porteur ou par sa porteuse parce qu'il est stigmatisé par son entourage social. Alors il y a un autre élément que ce cas il nous montre et qui me semble assez extraordinaire, c'est que ce cas il relève pas uniquement les limites de l'acceptable social à travers les réactions suscitées par le visage tatoué de Kimberley. Ce qui révèle aussi, mais en négatif, c'est les règles déontologiques que s'imposent habituellement les professionnels de l'ancrage et que le tatoueur de Kimberley, dans ce cas précis, n'a pas respecté. Alors il faut savoir que même disculpé d'avoir imposé le tatouage à sa cliente, qu'il avait bel et bien demandé, l'éthique du tatoueur, elle est vraiment mise à mal par sa décision de satisfaire finalement une demande qui était socialement inappropriée. Donc les tatoueurs que j'ai interviewés en Suisse romande, et on peut, je pense, le dire plus généralement, estiment endosser une responsabilité sociale
envers les personnes qu'ils tatouent. Donc ils en appellent souvent à leur propre expérience et à leur propre vécu de personnes qui sont très lourdement et très ostensiblement tatouées pour rappeler les difficultés que ça peut signifier d'être lourdement tatoué d'un point de vue social, notamment les préjudices professionnels ou sur la vie sentimentale qui peuvent émarger de tatouages qui sont trop transgressifs, trop visibles, trop extensifs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est qu'ils refusent d'entrer en matière sur des projets qu'ils jugent inappropriés pour leurs clients. Donc, de manière générale, les tatoueurs vont encourager à élire des lieux du corps qui sont relativement discrets. Chez des personnes jeunes, ils vont plutôt les conseiller de faire un motif plus petit avant de réaliser un motif plus grand. Mais ils peuvent aussi, dans certains cas, refuser catégoriquement d'entrer en matière et de réaliser le tatouage, notamment quand son contenu est jugé comme beaucoup trop extrême. C'était typiquement le cas d'une situation où quelqu'un leur demanderait, une femme leur demanderait de se faire tatouer des pénis sur son corps. C'est une situation que j'ai proposée aux tatoueurs et ils refusaient tous catégoriquement d'entrer en matière. C'est aussi le cas pour des hommes, par exemple, qui souhaiteraient se faire tatouer des motifs d'extrême droite. Alors, ce qui me semble intéressant de retirer de ces éléments-là et de ces cas-là, c'est de dire qu'en fin de compte, les modalités d'un tatouage, ça veut dire sa taille, sa grandeur, son emplacement sur le corps, où est-ce qu'on va le placer, sur une partie visible ou sur une partie cachée, mais aussi son contenu iconographique, quel type d'image on va se mettre sous la peau, c'est finalement toujours le fruit d'une négociation entre ce que désire le tatoué, entre les réactions de son entourage social et évidemment la coopération du tatoueur qui va exécuter la demande de son client. Alors dans cette configuration, il me semble qu'il nous reste une énigme à résoudre, c'est celle du contenu du tatouage. Donc quelles images est-ce qu'on peut bien se mettre aujourd'hui sous la peau? Alors le tatouage, on le sait, ça consiste à s'insérer sous la peau une image, donc un dessin sous forme d'image, au moyen d'un outil technique, c'est-à-dire une machine électrique aujourd'hui à tatouer. Alors, quand on prend la peine, par exemple, d'observer les magazines de tatouage, eh bien, on s'aperçoit que les tatoués, ils puisent très régulièrement des idées de motifs dans une iconographie qui est propre à la pratique. Alors, on retrouve sur les corps des motifs qui sont relativement similaires et qui appartiennent à différents styles de tatouage. Alors, on peut compter par exemple le tribal, les idéogrammes, qui sont des idéogrammes souvent chinois ou japonais, ou par exemple le lettrage, qui était à l'origine une pratique des gants qui est aujourd'hui de plus en plus fréquemment rencontrée. On voit souvent beaucoup d'hommes qui ont un nom inscrit sur la tranche avant du bras. C'est bien souvent les noms de son enfant, pas toujours le nom de son amoureuse, bien que ce soit encore d'usage. Alors ces styles, par exemple le tribal, les idéogrammes ou le lettrage, ce sont souvent des styles de tatouage qui sont choisis par les tatoués lors d'un premier tatouage. Ils sont par contre pas aussi admirés que des motifs qui sont figuratifs, parmi lesquels on peut compter notamment ce qu'on appelle le japonais, avec ses carpes, ses dragons, ses fleurs, ou encore, je vous ai mis ici une illustration, ces masques de Hanya. Alors, parmi les motifs qui sont figuratifs, on peut retrouver aussi ce qu'on appelle des motifs qui s'inscrivent dans le style morbide. Alors le style morbide, c'est un style qui joue souvent avec une imagerie très noire ou d'horreur et qui aime invoquer les tabous de la culture occidentale comme la violence, le sang, la mort ou le malin. On retrouve aussi des tatouages qu'on dit de style réaliste. Et le style réaliste, c'est souvent des portraits, ça veut dire que ça consiste à reproduire à l'identique une photo ou une image sous la peau, souvent des portraits. Et puis, dans ces motifs figuratifs, on retrouve aussi évidemment d'autres styles. Ils ne sont pas ici exhaustifs, comme par exemple le fantastique, qui est aussi passablement apprécié, qui est typiquement inspiré de la littérature héroïque fantasy. Alors l'ensemble de ces styles, il est en fin de compte venu élargir la gamme des motifs qu'on se tatoue ou qu'on se tatouait traditionnellement en Occident, comme les encres marines, les crânes, les dagues, les cœurs, les pin-ups, les serpents ou encore les hirondelles.
Alors qu'est-ce qui se passe quand les tatoués ne puissent pas dans cette iconographie qui est propre au tatouage, donc propre à cette pratique? Eh bien, ce qu'on peut observer, c'est qu'ils vont choisir des motifs pour décorer leur peau dans l'objet de leur passion. Et donc, les images qui sont tatouées sur leur corps, elles vont souvent marquer l'admiration des tatoués, en particulier pour des interprètes ou pour des formations musicales, bien souvent de rock, mais aussi plus récemment de rap, quand c'est pas de blues. Alors, je vous ai mis ici quelques illustrations que j'ai tirées de magazines de tatouage. Alors, vous aurez sans doute reconnu le portrait de Jimi Hendrix, avec en dessous Angus Young, qui était le chanteur du groupe AC/DC. Et puis en haut, Tupac, qui est un rappeur américain qui est décédé prématurément à l'âge de 25 ans, puisqu'il a été assassiné après avoir battu des records de vente de disques. Et puis enfin, Muddy Waters, figure, s'il en est, du blues. Alors évidemment, les tatoués ne sont pas que passionnés par la musique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fin de compte, le monde du cinéma concurrence allègrement celui de la musique, avec un nombre absolument impressionnant, en tout cas c'est ce que j'ai pu observer en observant les magazines de tatouage, de reproductions ou de clins d'œil à des productions mondialement plébiscitées, comme l'illustrent ces photos, avec dans la catégorie film d'horreur ou à suspense, vous aurez reconnu Doug Bradley qui incarne dans Hellraiser, Frankenstein sous les traits de Boris Karloff, ou encore Hannibal Lecter, incarné par l'acteur Anthony Hopkins. Alors il faut aussi signaler ce que j'ai pu voir et qui était récurrent en fin de compte comme motif, c'était aussi des références au fameux Orange Mécanique de Stanley Kubrick, avec, on le voit ici, le héros qui est en train d'être traité par le choc des images de sa propre violence, traitement qui va d'ailleurs échouer, on le sait. Et puis un nombre aussi très impressionnant de références ou de clins d'œil aux œuvres de manière beaucoup plus générale de Tim Burton. Alors ici je vous l'ai illustré avec Édouard aux mains d'argent qui est incarné par Johnny Depp. Et puis aussi juste en dessous, vous le voyez au milieu de la petite toile d'araignée, le visage de Mr. Jack qui est le héros du film d'animation du même réalisateur, L'étrange Noël de Mr. Jack. Alors, autre élément qui est très intéressant et qui est ressorti de ce que j'ai pu observer en analysant les magazines, c'est qu'avec l'adaptation cinématographique des comics books américains, on a pu voir apparaître sur les peaux les super-héros de ces comics books, en particulier le séduisant Hugh Jackman, qui est représenté, qui incarne le personnage Wolverine dans les comic books, et qui est parfois représenté sous les traits originels du personnage de BD, comme vous pouvez le voir juste à côté. Alors l'admiration des tatoués, évidemment, elle s'exprime aussi sur toutes sortes d'autres sujets, et régulièrement aussi à l'égard d'œuvres ou de peintres qui sont passés à la postérité, comme par exemple Salvatore Dali. Alors vous avez ici un dos qui est tout à fait extraordinaire, puisque avec le portrait du peintre au haut du dos, on peut voir croiser 3 œuvres du peintre qui sont extrêmement connues. Au centre, la gare de Perpignan, sur les côtés, les éléphants, avec ces fameux éléphants échassiers, et puis sur le bas, la désintégration de la mémoire avec les fameuses montres molles de Dali, qui sont d'ailleurs assez souvent tatouées. En tout cas, j'ai pu voir ce type de motif assez souvent revenir. Alors, autres références qui reviennent assez fréquemment, les références à l'Art Nouveau, par exemple, et en particulier à Mucha, son plus illustre représentant, qui ne sont pas rares, comme les œuvres qui reproduisent, les tatouages qui reproduisent littéralement des œuvres de la Renaissance. Donc, je vous ai mis ici une très belle illustration qui reproduit littéralement l'œuvre de Léonard de Vinci avec la Joconde dans le dos. Alors enfin, dans cette liste qui n'est évidemment pas exhaustive, on en est loin, on peut aussi signaler la récurrence de portraits de personnalités célèbres, comme par exemple Marilyn Monroe, mais aussi Che Guevara, ou encore des clins d'œil qui sont, comme vous pouvez le voir, vraiment pas dénués d'un certain humour, à des productions télévisées. Vous l'aurez sans doute reconnu avec une version fumette ici du Manège Enchanté, ou encore parfois aussi à des personnages qui ont été créés de toutes pièces pour mieux nous vendre des produits de consommation.
Alors je vous ai mis ici Puka. Puka, c'est un petit personnage qui est apparu dans les années 2000, un petit personnage coréen qui est voué à nous vendre des produits de consommation. Et c'est en fait la sœur coréenne de Hello Kitty, la japonaise qu'on connaît beaucoup mieux, puisqu'on la connaît ici depuis les années 70. Alors au final, et je vais conclure là-dessus, on se rend compte que le contenu des tatouages, il fonctionne comme un révélateur culturel, puisqu'on retrouve sous les peaux des traces d'un univers visuel au sein duquel s'inscrivent les tatoués. Alors le tatouage, ce qui revient finalement à une forme de miroir de la culture visuelle d'une époque, eh bien moi je répondrais oui, avec une vision évidemment partielle, mais en fin de compte, à mon avis, extrêmement précieuse, puisqu'elle témoigne d'une culture populaire qui est vraiment haute en couleurs. Alors vous le percevrez peut-être, et en tout cas je vous invite à revisiter du coup l'espace tatouage de l'exposition, et en particulier à observer et à comparer les peaux humaines tatouées qui ont été prêtées d'ailleurs par la collection de l'Art Brut, qui sont des témoins extraordinaires de ce qu'a pu être le tatouage visuellement au XIXe siècle, et de comparer ce qu'il y a comme contenu visuel sur ces peaux dont on a des restes, à ces photos de tatouage qui reflètent finalement une pratique beaucoup plus récente et ce que peut être, ou ce qu'est en tout cas aujourd'hui le tatouage. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vos questions.